BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle? François Sorel. Et un grand bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver. Bon week-end, bien sûr, c'est le plus important. Et vous le savez, le week-end, vous avez droit à votre dose de tech, à la fois sur la chaîne YouTube de Tech Co, en podcast audio, dès le vendredi midi. Vous pouvez retrouver aussi cette émission le vendredi soir sur BFM Business et le week-end, à la radio, à la télé. De quoi je me mêle donc. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous regarder. Le hashtag DQGMM, bien sûr, pour réagir à tout ce qu'on raconte. Écoutez, pour ce deuxième numéro de la rentrée, un point sur toute l'actualité du moment. On va revenir sur les rumeurs du prochain iPhone avec nos experts qui sont là et que je vous présente tout de suite. Un grand merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co. Voilà, et puis bien sûr, le petit module bonus pour tous ceux qui nous sont fidèles en audio, vous le savez, exclusivement en podcast audio. On vous rajoute quelques minutes de rab, comme on dit, comme chez le boucher finalement. Avec donc ce week-end, Emmanuel Paquette qui est avec nous. Salut Emmanuel. Bonjour François. Le boucher, il dit, vous voulez que j'en mette un petit peu plus? Non, mais c'est un rapport avec Emmanuel Paquette? Pas du tout. Il y a bizarrement dans cette émission. Il faut bien que j'en présente un d'abord. Voilà. J'aurais pu commencer par toi, Boucher, mon cher Olivier. Non. Les garçons bouchés. Non, exactement, c'est ça. Emmanuel Paquette que vous pouvez lire dans l'Informé. Salut Emmanuel, ravi de te retrouver. Journaliste spécialisé dans l'économie et dans la tech aussi, bien sûr. L'Informé qui est ce média qui est payant et qui, se focalise en fait sur les scoops, on va dire. Exactement. Des informations premium, comme on dit, sur toute l'actualité, qu'elle soit plutôt dans l'économie d'ailleurs. Économie et tech. Emmanuel Paquette et Monsieur le CEO dont refait le Mac est avec nous cette semaine. C'est Olivier Frigara. Salut Olivier. Ça va bien François? Ouais, ça va. Oui. Ravi de te retrouver. Oui, nouvelle saison déjà. Et nouvelle saison. Est-ce que tu es prêt pour le 9 septembre? Évidemment, c'est la messe de l'année pour tous les aficionados d'Apple. On sera au rendez-vous pour On refait le Mac mardi soir. On va en parler, bien sûr. Alors, ça sera à suivre sur On refait le Mac, évidemment dans Tech Co, puisque le 9 septembre, nous serons à l'antenne et on vous fera vivre, évidemment, en quasi direct, toutes les annonces qui vont être faites. Alors, ce que je vous propose d'ailleurs, c'est de commencer par ça. À quoi peut-on s'attendre pour le 9 septembre? Et on en parlait tout à l'heure avec Olivier et Emmanuel en préparant cette émission. On sait quasiment tout. Oui, c'est un peu tristouné au fil des années qu'on n'ait pas forcément de phénomène de surprise. Il faudrait une musique avec des violons, là, un truc un peu triste. Tout est inventé des mois à l'avance, quoi. Quand on sait qu'Apple martèle qu'elle a le culte du secret, qu'elle ne peut pas parler des évolutions de ses futurs produits, comprenez le culte du secret. On ne vous dit pas où on en est en matière d'Apple Intelligence, puisqu'on est en retard en matière d'intelligence artificielle, culte du secret. Et puis finalement, via Mark Gurman, qui est aujourd'hui un journaliste de Bloomberg qui sort toutes les infos quasiment des mois à l'avance, on sait tout quasiment. Bon, c'est tant mieux, on va en parler aujourd'hui, mais il n'y a plus de phénomène de surprise et c'est pas très excitant du coup, forcément. Mais pourquoi on en est arrivé là, en fait? Comment c'est possible? Comment aujourd'hui on peut savoir 6 mois à l'avance, voire même encore plus tôt? Oui, parfois 1 an à l'avance. L'iPhone 17R, on a la rumeur, on va en parler dans un instant, depuis un an. Depuis un an, voilà. D'ailleurs, on a la rumeur de l'iPhone 18 avec le pliant qui devrait arriver déjà, alors qu'il pourrait sortir dans un an. Oui, voire 19, mais oui, effectivement. Mais pourquoi? Parce que historiquement, on sait qu'Apple a du mal à maintenir une chape de plomb sur ses fournisseurs et à garder le secret, parce que forcément, lorsque vous produisez un iPhone, d'une année sur l'autre, vous développez différents prototypes, différentes pistes possibles, vous faites des tests de production à plus ou moins grande échelle au niveau des usines sous-traitantes asiatiques, notamment en Chine, et forcément notamment accessoiristes qui fournissent l'écosystème iPhone, des fabricants de batteries, des fabricants de coques, ont besoin de connaître les cotes, le format à l'avance absolument de ce téléphone, et puis la concurrence également. Et ils sont prêts à donner beaucoup d'argent à certains sous-traitants d'Apple qui n'ont pas forcément les salaires des ingénieurs d'Apple pour pouvoir avoir quelques infos. Et c'est comme ça qu'au fil des mois, on arrive à avoir des informations. Après, concernant Mark Gurman, lui, il a des informations de première bourre. Il se trompe quelquefois, mais c'est plutôt juste. Ce qui est étonnant, c'est que ça passe toujours par lui. Est-ce qu'il y aurait... lancer une mauvaise rumeur, c'est à la mode en ce moment. Mais c'est vrai que c'est étonnant que systématiquement ça passe par lui, et on sait qu'historiquement, Apple aime bien aussi
orchestrer des rumeurs pour qu'on parle d'Apple tout au long de l'année, parce qu'en fait, la seule nouveauté que propose Apple quasiment autour du téléphone, c'est au mois de septembre. Le reste de l'année, quasiment plus rien, à part un iPhone SE ou un iPhone, etc. Ouais. Donc c'est aussi une manière de garder l'attention de l'écosystème tech et d'un public potentiel sur les nouveautés à venir, et de dire n'achetez pas la concurrence, on arrive. Emmanuel ? Oui, je pense que Olivier a assez bien résumé la situation. Il y a un autre aussi vecteur de fuite qui sont les opérateurs télécoms, parce que dans le monde entier, les opérateurs doivent tester avant la commercialisation d'un nouveau téléphone si le téléphone répond bien aux différentes normes et fréquences de chaque pays. Ouais, tu veux dire par là qu'en fait l'iPhone 17, ça fait des semaines, voire des mois, oui. Il circule. Alors ils n'ont pas le terminal en tant que tel fini. Mais ils ont le hardware en fait. Exactement, parce qu'ils sont obligés de le tester sur leur propre réseau, voir s'il répond bien, s'il n'y a pas des défauts, etc. D'ailleurs, ça doit être des informations précieuses que doivent remonter les opérateurs à Apple. Exactement, exactement, sachant qu'en plus, les opérateurs restent quand même toujours un vecteur important de vente des smartphones, enfin en tout cas des iPhones, puisque généralement, on se réengage sur plusieurs mois pour avoir le nouvel iPhone. Donc, on peut l'acheter nu directement auprès d'Apple ou de revendeurs, enfin surtout Apple pour le coup, ou via les opérateurs télécoms. Et donc, ça reste aujourd'hui des partenaires assez importants pour tout ce qui est terminaux haut de gamme, donc les plus chers, parce qu'au lieu de sortir 1 000 €, 1 200 € d'un coup, on se réengage sur plusieurs mois, on paye moins cher en facial le téléphone. Et puis après, chaque mois, c'est dans l'abonnement. Bon, ça, je ne vous apprends pas le truc, hein, mais globalement, c'est important d'avoir toujours cette discussion et ce lien avec des partenaires privilégiés, avec des grands opérateurs. Orange en fait partie, évidemment. En France, oui, bien sûr. C'est un des gros pourvoyeurs, et en Europe, plus généralement d'ailleurs, c'est un des grands partenaires d'Apple. Donc ça aussi, c'est un vecteur de fuite potentiel, autre que les fournisseurs. Donc il y a en amont et en aval, en fait, du marché. Donc c'est vrai, il y a ça. Et puis quand on regarde aussi, il y a un nouveau élément aussi de contexte. Visiblement, ça peut être contre-productif d'une certaine façon pour Apple. Les chiffres étaient très bons, les chiffres de vente d'iPhone ces derniers mois. Visiblement, ce que disent les analystes, c'est parce que les consommateurs s'attendent à une répercussion sur la guerre des tarifs douaniers, donc à une hausse de prix des iPhones. Donc ils ont anticipé leur achat. On met un conditionnel parce qu'on n'a jamais de certitude, on n'est pas dans la tête des consommateurs, mais ils auraient anticipé les achats avant une hausse de prix massive. Apple d'ailleurs avait anticipé, avait rapatrié des millions d'iPhones, je crois, aux États-Unis, avant justement la date fatidique de l'augmentation des taux de douane, pour pouvoir avoir des stocks, on va dire en plus, à des prix plus compétitifs. Enfin, disons abordables. Abordables avec Apple, c'est un peu... Exactement. Donc ce phénomène-là va toucher de plein fouet, en revanche, très probablement une grosse partie du nouvel iPhone, avec un prix qui va être regardé vraiment de près par les analystes et puis par les consommateurs. Donc il y a cet élément-là. Et puis ce dont parlait Olivier précédemment, c'est quelle nouveauté aussi. C'est-à-dire, si je paye plus cher, mais que c'est juste lié à des tarifs douaniers, est-ce que je vais acheter le dernier iPhone s'il n'y a pas des éléments supplémentaires ? Bon, après, il y a toujours les fans qui, eux, le feront, de toute façon, quoi qu'il en coûte, mais... Après, c'est vrai qu'Olivier, on se rend compte que c'est un problème insoluble pour Apple. Aujourd'hui, effectivement, il y a des milliers de gens qui participent à la conception du téléphone qui sortira dans 2-3 ans. Après, ça part en usine. En usine, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont en contact avec ces produits-là. Même si j'imagine qu'il y a des garde-fous et des systèmes de sécurité qui font que les gens ne peuvent pas avoir leur téléphone, etc., il y a forcément des fuites, je veux dire, c'est obligé. On a même passé un cap encore cet été, je ne sais pas si... Parce que là, on a même le design de l'iPhone 17. Enfin, je ne sais pas. Après, peut-être qu'on sera surpris et que dans quelques jours, on se rendra compte que ce n'est pas du tout ça. Mais on a même l'arrière du téléphone, la façade, les coques existent. Où on a passé un cap cette année, les amis, c'est que d'habitude, on a, tu sais, les dummies, les maquettes des iPhones qui sont justement récupérées par ces... employés des sous-titres d'Apple et arrivent à recréer le design de l'iPhone final et le vendent carrément sur les marchés chinois aujourd'hui pour pouvoir effectivement préparer les accessoires qui vont venir. Là, on a passé un cap cette année. L'iPhone, il s'allume. En fait, ce n'est pas un vrai iPhone, c'est un téléphone Android maquillé, mais on a, tu as vu les vidéos sur YouTube tout au long de l'été, le design de l'iPhone 17 dont on va parler dans un instant, avec une interface relookée d'Android qui donne l'impression qu'on est sur iOS 26. C'est-à-dire qu'Apple, aujourd'hui, je ne comprends pas quel est l'intérêt de maintenir cette volonté. En plus, c'est vraiment dans l'ADN de l'entreprise. Ce culte du secret, c'est quelque chose qui, parfois, la gêne et gêne son développement parce qu'on ne peut pas parler d'une équipe à l'autre de certains développements parce qu'il y a ce culte du secret. Mais là, force est de constater que ça fait pchit, quoi. Ouais.
Mais je maintiendrai quand même que, quelque part, ça les arrange aussi du fait qu'on parle de manière régulière de l'iPhone, de ses arrivées futures, etc., qui maintient l'intérêt autour de futurs nouveaux produits et fait résister peut-être un utilisateur d'iPhone de passer tout simplement sous Android. Après, finalement, parce que nous, on en parle, c'est un peu notre, comment dirais-je, notre fil conducteur, mais est-ce que ça a un impact sur Apple, le fait qu'il y ait toutes ces fuites ? Je suis même pas sûr, parce que c'est pas pour autant qu'ils vendent moins d'iPhone. En termes de résultats, apparemment, non. Ils en vendent toujours autant. Après, finalement, ça fait comme une espèce de longue traîne publicitaire, enfin, en tout cas de communication sur ce qu'ils font. Peut-être que c'est tellement machiavélique que tout est on va dire, préparé et calculé, finalement. Enfin, je sais pas. Après, là, on rentre un peu dans le domaine du fantasme, mais... C'est la même partition chaque année, oui, Emmanuel. ça ne change pas beaucoup. Hein. Sauf que là, les chiffres Canalys, en tout cas sur le marché américain, pour la première fois, là, enfin, depuis un petit moment déjà, Apple a chuté au-dessous de la barre des 50% de part de marché. Ils étaient à 49% contre 56% l'année d'avant. Donc il y a moins 7. Ouais, donc c'est quand même un symbole, un chiffre symbolique qui a été franchi. Et surtout Samsung qui en profite, puisqu'ils sont passés de 23% à 31% de part de marché. Donc on voit que le momentum, il est plutôt du côté de Samsung actuellement. Je pense que le but aussi d'Apple, quand ils font ces keynotes, c'est de casser ce genre de choses, casser une forme de dynamique de la concurrence. La concurrence, en l'occurrence, c'est Google et Samsung. Google, qui a présenté ses pixels. Voilà, c'est ça, en créant de l'attente. Et qui commence à décoller en termes de vente. Alors, c'est peanuts encore. Mais mine de rien, ils arrivent à gratter quelque part de marché. Alors, on en parlera, avec des produits... Oui, on en parlera un peu plus tard, mais sur pliable ou pliant, je ne sais plus exactement. Mais Google est en train de monter très fortement sur ce type de produit-là, sur ce segment-là. Donc, on voit effectivement que Google aussi pousse et avance ses pions. En plus, ils peuvent s'appuyer sur une IA quand même qui est plus avancée celle d'Apple, paraît-il. Donc, ils ont un argument marketing de plus, parce que c'est là aussi où Apple perd un peu la main sur l'IA. Ils nous promettent depuis un certain temps des évolutions assez importantes sur Siri et sur l'IA, et pour l'instant, on ne voit pas grand-chose arriver. Et de l'autre côté, Samsung, Google et les autres poussent leur avantage sur l'IA. Alors après, il y a une partie de marketing. Voilà, c'est un argument de vente. Est-ce que ça prend auprès du grand public ces arguments de vente ? Je ne sais pas. Sur le fait de pouvoir faire disparaître son chat ou son chien sur sa photo. Mais en tout cas, c'est un argument aujourd'hui qui devient important. Et puis, c'est la grande tendance du moment, quoi. Et Apple en est un peu absent. Ce qui est intéressant, François, c'est que apparemment, d'après toujours les Ming Chi Kuo, les Mark Gurman, donc toujours les mêmes leakers du web autour de l'univers Apple, Apple est conscient effectivement qu'ils ont besoin de maintenir l'attention autour de ces produits et que ce serait la dernière année, en 2026, qu'Apple lancerait une gamme complète d'iPhone en septembre. À partir de l'année prochaine, on aurait uniquement la gamme Pro en 2027 et on aurait la gamme grand public plutôt au printemps, ce qui permettrait d'avoir deux momentum un peu forts en fin d'année et en début d'année suivante pour répartir un petit peu l'attention et se garantir que on répartisse les ventes tout au long de l'année, parce que c'est l'enjeu d'Apple. On sait qu'il y a un pic de vente à Noël et puis qu'il faut maintenir jusqu'à l'année suivante. Donc apparemment l'année prochaine, si iPhone 18 IA sera plutôt au printemps et le 18 Pro lui arriverait en septembre. Ok, tiens, ça va être intéressant de voir ça. Alors, bon, qu'est-ce qui va se passer le 9 septembre ? Une keynote d'1h30 environ. Enregistrée, très bien. La production hyper léchée, comme d'habitude. Tim Cook en introduction, en expliquant que voilà, tout va bien, etc. Et puis après, on découvrira quoi ? Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir ? Toute la nouvelle gamme des iPhone 17, d'accord ? Qu'est-ce qu'il y a de, on va dire, de nouveau dans cette histoire-là ? Il y a quelque chose quand même qui avec des aspérités qui changent par rapport à l'année dernière ? Alors, la nouveauté, on en parle depuis des mois, c'est l'arrivée de l'iPhone 17R, donc la version slim, la version allégée, la version ultra fine de l'iPhone. Donc, ce serait un vrai nouveau modèle qui va remplacer la version plus de l'iPhone, qui va disparaître du catalogue. Donc, pas trop de risques pour Apple, parce que le plus, j'ai pas l'impression que ce soit un best-seller, ce truc-là. C'est qu'a priori, on sait qu'ils se cherchent depuis des années. Il y avait eu d'abord l'iPhone mini, souviens-toi. Et puis après, qui avait existé sur 2 générations d'iPhone après éjecté. Et là, il s'essaye l'iPhone Air. On ne va pas aller sur le pliant. Qu'est-ce qu'il faut plus de finesse ? Donc, apparemment, la concurrence a suivi le mouvement d'Apple et a même anticipé, on a vu avec Samsung. Avec le Galaxy Edge de chez Samsung. Et puis, je crois qu'il y a une nouveauté du côté d'un fournisseur chinois qui propose même le modèle le plus fin du marché. C'est ça, François ?
Alors, une marque qui n'est pas connue, Ouais. que je vais vous retrouver, mais qui visiblement serait le téléphone le plus fin au monde. Je crois que c'est Tecmo. Tecmo, ouais. Voilà. Bon, vous connaissez, personne ne connaît Tecmo. Hein. Bon, Non. c'est une marque chinoise, comme il y en a beaucoup. Ouais. Bah, ils ont réussi à faire le téléphone le plus fin au monde. Après, il faut voir hein, l'autonomie, la qualité de l'écran, de l'appareil photo. Donc, il y a une vraie course à la finesse. C'est rigolo parce qu'on s'en souvient, à l'époque de l'iPhone 6, il y avait cette volonté de faire un iPhone ultra fin, qu'Apple a complètement abandonné parce qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait augmenter l'autonomie, il fallait augmenter la qualité de l'appareil photo. Donc, physiquement, si tu veux un appareil photo de qualité, bah, il faut de l'épaisseur, parce que tu n'arrives pas à placer toutes tes lentilles, etc. Donc là, visiblement, ils veulent raconter une nouvelle histoire avec l'iPhone 17R. Bah, l'enjeu, c'est que l'iPhone ne tombe pas dans les mêmes critiques que les concurrents de l'iPhone 17R, à savoir qu'il manquerait d'autonomie. Donc si Apple arrive à réunir des composants qui permettent d'avoir une autonomie, je dirais, suffisante, et qu'on ne soit pas obligé de se brider pour pouvoir utiliser la journée son iPhone 17R, ils auront rempli leur mission. Un iPhone ultra fin, design, moi j'aurais préféré un modèle pliant, mais c'est quand même assez sexy. Mais pour ce faire, on le voit depuis des années, il privilégie des composants maison, conçus maison. Est-ce que ce sera suffisant pour proposer un vrai différentiel d'autonomie par rapport à Samsung qui utilise du Qualcomm, qui utilise des choses. Et donc, là, forcément, ils optimisent moins l'énergie. C'est l'enjeu. Apparemment, la batterie ne serait pas la plus puissante du marché. Mais pour la première fois, pour la seconde fois, ce serait un modem Made in Apple. Ce serait un composant Bluetooth Made in Apple. Et un nouveau processeur plus puissant et plus économe. Donc, on va voir. C'est surtout sur l'autonomie, je pense. Ouais, que tout le monde. Et puis sur la qualité de l'appareil photo, parce que effectivement. Alors là, par contre, non, ça, ce sera le parent pauvre, parce qu'il n'y aura qu'un seul capteur, alors que le Samsung, il y en a deux. Voilà. On voit que Apple se cherche, essaie de trouver quelque chose, une nouvelle histoire à raconter. Oui, d'autant plus qu'en fait, il y a aussi un autre paramètre qu'ils doivent prendre en compte aujourd'hui, qui jusqu'à présent, ils échappaient un petit peu, c'est le paramètre réglementaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Europe, il faut un chargeur universel, c'est une obligation maintenant légale. Donc USB-C. Donc voilà, et donc ils ne peuvent plus faire exactement ce qu'ils souhaitaient, en tout cas pour le marché europééen, au niveau de tout ce qui est chargeur, etc. Donc ça a un impact direct sur le design. Après, je crois que l'USB-C, c'est mondial maintenant, non? Ils en ont profité aux États-Unis, c'est pas du Lightning, c'est du USB-C. Oui, c'est mondial maintenant, mais il n'y a pas d'obligation aux États-Unis de passer sur l'USB-C. Non, pas aux États-Unis. Non, mais ce que je veux dire, Apple ne s'est pas dit, je vais faire deux modèles, un Lightning et un USB-C. Ils sont tous passés à l'USB-C. Exactement. Mais donc, il y a des choses réglementaires comme ça, où on l'a vu encore récemment là, sur les émissions de DAS sur certains iPhones, où ils ont dû aussi se mettre au diapason. L'iPhone 12, je crois. C'était le 12 de mémoire. Qui émettait beaucoup plus que la norme. Exactement, enfin française même. Ils l'ont retiré de la vente en raison de ce fait. De ce fait, voilà. Donc, il y a aussi des éléments réglementaires où on voit des éléments de santé publique, des éléments aussi simplement au niveau de la concurrence, de pouvoir charger facilement, de ne pas avoir 15 chargeurs, etc., différents, pour en avoir un particulier pour l'iPhone. Donc il y a aussi des éléments réglementaires qui commencent à peser sur eux. Et puis il y a un autre élément dont tu parlais précédemment, qui là n'est pas réglementaire, mais celui de marché, c'est le fait de faire disparaître la SIM, qui aussi permet de réduire la taille le design de l'appareil. Donc là, c'est la eSIM, donc c'est plus une SIM physique comme on a actuellement. On est passé de la SIM à la micro SIM, puis après la nano SIM. Et là, ça serait plus de SIM du tout. Donc ça serait une SIM logicielle. Donc ça existe déjà depuis un certain temps. Les opérateurs freinaient plutôt pas mal jusqu'à présent. Maintenant, ils commencent à s'ouvrir un peu plus, parce que le risque pour un opérateur, c'est que vous puissiez changer d'opérateur facilement, puisque c'est plus une carte SIM, mais un logiciel, et que vous switchiez d'un opérateur à un autre en fonction des offres sur le marché. Et donc ça serait destructeur pour les opérateurs de voir des clients volatiles qui passent de l'un à l'autre en fonction des forfaits et des offres. On se dirige vers ça, finalement. Pas sûr. C'est-à-dire, l'eSIM, ça semble assez certain qu'on se dirige là-dessus. Sur le côté, est-ce que les opérateurs vont vous laisser partir comme ça? T'es sans engagement, Emmanuel. Ouais, j'attends de voir ce que je veux dire. Oui, bien sûr. T'es sans engagement aujourd'hui, enfin la plupart des abonnements. En France, c'est plus compliqué, mais oui, c'est vrai. Tu vois, enfin, je veux dire, tu peux passer d'un opérateur à l'autre. C'est vrai. Sauf quand tu as un forfait qui te lie pendant 48 mois avec ton opérateur. Alors, c'est plus 48, c'est 24 maintenant. Alors, moi, sur mon dernier iPhone, c'était 48 mois. 48 mois? Oui, mais tu as fait un gros crédit. Non, 24, pardon, excuse-moi. Non, c'est 24. Je crois que 48, c'est même pas réglementaire, en fait, c'est 24 mois. En tout cas, l'idée, c'est de te tenir quand même, non pas avec la technologie, etc., ou la SIM, mais de te tenir avec le contrat avec lequel tu as signé avec l'opérateur pour étaler le subventionnement de l'appareil. Et puis c'est vachement plus pratique, l'eSIM.
Enfin, franchement, On le voit quand on part en vacances. quand on part en vacances, vous n'êtes plus obligé d'attendre de recevoir votre lettre avec votre carte SIM. Enfin, tout se fait instantanément. Oui, bien sûr. Ouais. C'est ça qui est top. Mais je peux comprendre le malaise des opérateurs télécoms qui perdent un fil assez costaud qu'ils avaient avec leurs clients. Ils les tenaient finalement un petit peu. Et, Pas un petit peu. voire beaucoup. Il les tenait beaucoup. Et là, finalement, vous vous rendez compte, vous êtes avec votre téléphone, vous avez une interface, vous choisissez votre opérateur, vous cliquez, vous payez et paf, vous passez d'un opérateur à l'autre en quelques secondes, quoi. Et ce instantanément. Mais ça fait des années qu'Apple se prépare à ce virage, tu le disais. L'option eSIM est là depuis 3 ou 4 ans. Aux États-unis. Ça a commencé par les iPads. Enfin, je crois que c'était des Apple Watch au début. Ouais. Apple Watch, iPad. Exactement. C'est ça. Certains pays étaient plus en avance que d'autres, d'ailleurs. Ouais. Oui, bah, Sur ce on sait sujet. qu'en France, notamment, certains opérateurs sont un peu tirés l'oreille, notamment du côté de chez Free, si je ne m'abuse, pour adopter les SIM. Ah, c'est Free qui traîne la patte. Pendant un temps, oui. Ouais. Pendant un temps, c'était Free, notamment du côté de l'Apple Watch. Donc, on ne pouvait pas, si on était abonné Free, avoir sa ligne chez Free. Est-ce que c'était pas aussi des problèmes de développement? Oui, de réseau, mais oui, c'est un oui, Tu investissement. vois, c'était pas une volonté stratégique, c'était des problèmes de moyens. pour développer, en fait, les SIM. L'opérateur décider s'il va investir ou pas pour ses abonnés. Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça fait des années qu'Apple essaie d'opérer ce virage. On l'a vu également sur l'iPad et sur les Apple Watch. L'année dernière, tous les téléphones qui étaient vendus, les nouveaux téléphones qui étaient vendus aux États-Unis étaient nativement eSIM. Il n'y avait plus de tiroirs comme en Europe et en France en particulier. A priori, tu le disais, le 17R, pour gagner de la place, il n'y en aurait plus. On se pose même la question s'il y aurait aussi la disparition du tiroir SIM sur les 17 Pro et 17 Pro Max, si tu en parlais tout à l'heure. Bilan, là, on serait vraiment à un tournant où, s'ils veulent commercialiser le 17R, ils n'ont pas le choix que de proposer une offre eSIM. Moi, je suis persuadé, par contre, que Apple veut tenter un coup. On voit bien qu'ils essaient de rogner partout, Apple, en ce moment, et gagner le moindre sou où c'est possible de le faire. On voit des offres... Quand tu gagnes $1 sur des téléphones que tu vends par centaines de millions, c'est pas anodin. Ça fait des années que je discute avec des amis qui sont, ou des contacts que j'ai au sein des opérateurs, qui ont peur qu'à terme, Apple devienne une sorte de NVNO mondial et permette de vendre de la minute comme ça un opérateur virtuel, c'est ça un NVNO je parle sous ton C'est un opérateur qui n'a pas de réseau, pas de réseau. mais qui loue celui des autres. Oui, mais ça voudrait dire qu'il passe un accord avec un opérateur local. Oui, à chaque fois. À chaque opérateur, oui. Ok, donc Dans chaque ça veut pays. dire- Donc c'est... Oui, dans chaque pays. Ouais. Mais ça, C'est applicassé. ou pas. Est-ce que c'est dans l'ADN d'Apple de proposer un service à prix cassé? Je suis Non, pas sûr. Moi, en revanche, avec l'eSIM, ce que je vois arriver, c'est peut-être, en plus d'Orange, Free, SFR, Bouygues, avoir Starlink, tu vois, typiquement. Alors, on sait Ou que un opérateur satellite tu as qui pourrait raison. arriver et qui serait mondial, finalement. On a vu effectivement aussi que c'est une des options qu'a choisi Apple maintenant il y a 2 ans, je crois, de mémoire, avec l'offre satellitaire qui était au départ une offre satellitaire uniquement pour envoyer des messages de secours, maintenant pour envoyer des SMS, qui marche aussi en Europe, et qu'ils ont mobilisé un réseau spécial. Pour ça, c'est pas Starlink, c'est Globalcom, je crois, de mémoire. Global Star. Globalstar, merci François. Et on sait très bien que la prochaine étape, c'est de passer des appels. Donc imagine à l'échelle de 3, 4 ou 5 ans, et pourquoi pas derrière un Starlink qui se crée, Pas tout de suite, mais c'est vrai que... tu as la possibilité à la fois d'avoir des appels par satellite ou de la data par satellite, et de switcher sur le réseau le mieux ou le moins disant en fonction de ta localisation. Alors ça, on verra bien ce qui va se passer. Bon, donc iPhone 17 Pro, Pro Max, R. Ouais. Ok. Alors, un peu de nouveauté sur du côté des Pro et Pro Max. Il y aura une vraie refonte, une franche évolution du design du côté dos, parce que le côté face n'évolue pas depuis des années. Donc on a une vraie refonte. On avait beaucoup, souviens-toi, on s'était beaucoup moqué de Google et avec ses pixels et cette fameuse barre qui est apparue au sommet de l'écran, qui réunit l'ensemble des composants photo. Et bien Apple apparemment suit le même chemin pour le 17 Pro et le 17 Pro Max, y compris pour le 17R d'ailleurs et le 17 tout court, en étalant ces composants sur toute la largeur et la partie supérieure de l'écran. L'évolution, donc ça fait que effectivement, ça permettrait d'avoir des composants plus puissants. Ça permettrait d'éviter ce que moi m'énerve sur mon iPhone, c'est clic, clic, clic quand j'appuie, parce que ce sera bien stable à l'avenir. Ça, c'est vrai que c'est embêtant. Hein. Voilà, c'est un détail, mais c'est vrai que c'est agaçant. Et puis, on va voir arriver surtout un nouveau... Enfin, le retour de l'aluminium, le titane va disparaître, et le retour du verre, c'est-à-dire que le dos
ne sera plus en verre, mais sera en aluminium, c'est-à-dire qu'il devrait être moins cassant quand il tombe. Mhm. Il y a juste la zone autour de la pomme, tu sais, qui sert pour la recharge par induction, le Oui. MagSafe, qui aura une petite partie en verre pour permettre Oui. la recharge sans fil. Le passage de la technologie par induction. Ouais. Est-ce qu'il y aura d'autres choses annoncées? On parle de nouveaux AirPods Pro, d'après ce que j'ai compris, qui apporteraient quoi comme nouveauté? J'ai cru comprendre qu'il y aurait des fonctionnalités santé qui pourraient arriver sur les nouveaux Là, c'est- AirPods. Bah, C'est une rumeur ou est-ce que c'est Non. quasiment fondé? ça c'est une rumeur qui est persistante. On parle d'un capteur de cardiaque et un capteur de température pour les AirPods Pro 3. L'avantage, c'est pas forcément d'avoir un système autonome qui va vous dire, c'est pour pouvoir avoir un ensemble une batterie de capteurs entre les Apple Watch, l'iPhone et les oreillettes, avoir un écosystème qui vous maintienne en alerte. Moi, j'attendais plutôt Apple sur le créneau de l'intelligence artificielle. On voit fleurir beaucoup de casques ou d'oreillettes avec un système de traduction à la volée. Ça, c'est assez génial, hein, c'est quand même assez pratique. On sait qu'Apple est un peu beaucoup en retard sur ces créneaux-là. Donc, ils investissent un autre secteur qui est celui, effectivement, de la santé. Les AirPods Pro étaient l'un ou le leader du marché en matière d'oreillettes. Elles ont maintenant plus de 2 ans, donc il s'agissait de faire un refresh. Il devrait logiquement arriver. Donc, on s'attend aussi à avoir une meilleure qualité de son, un meilleur système de réduction de bruit. Et on attendra l'arrivée des fonctions, je dirais, d'intelligence, de traduction, avec l'arrivée du futur Siri. Et ça, je pense que ce sera juste une mise à jour logicielle cette fois-ci. Emmanuel, Siri. Oui, bon, Ouais. je sais pas si on doit encore en parler, parce que c'est un peu l'arlésienne pour, Ouais, non, c'est pour clair. Apple. Hein, donc, C'est clair. bon, voilà. Mais en tout cas, ils sont attendus au tournant par les analystes financiers et par les consommateurs. Donc, il va falloir qu'ils se bougent assez rapidement parce que pendant ce temps-là, les autres avancent. Nouvelle Apple Watch aussi, Olivier, dans les cartons ou pas? Normalement, peu- enfin, Il y a peu il y a de... toujours un iPhone associé à une Apple Watch. Ouais, il y a peu d'appétence ces derniers temps de côté d'Apple pour l'Apple Watch. L'année dernière, on a eu l'iPhone, l'Apple Watch Series 10 pour les 10 ans de l'Apple Watch. Ça demandait quelque chose d'énorme. En fait, ça a été Oui, ça a été un peu un pétard mouillé. hein, cette une histoire. mise à jour incrémentale avec un écran un petit peu élargi. Cette année, ce serait l'Apple Watch Ultra qui aurait droit à une nouveauté, Ultra 3, plus puissante, avec un écran plus large, avec peut-être des nouvelles fonctionnalités. Notamment On la attend- tension artérielle Voilà. qu'on évoque. C'est surtout là-dessus qu'on attend des avancées d'Apple. Apple est un peu au point mort depuis plusieurs années en matière d'avancées, en matière de santé de fonctions santé, de tension artérielle. Après, ils sont bloqués par les réglementations. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, enfin aujourd'hui, et vous le savez, à partir du moment où vous proposez une nouvelle fonction de mesure de santé, vous êtes obligé d'avoir l'aval de la FDA, de l'Agence française de la santé, je ne sais plus comment ça s'appelle ce truc-là. Oui, parce que ça devient des instruments médicaux quasiment. Voilà, et donc il faut un label qui peut prendre des semaines, voire des mois. Ouais. Donc c'est long. C'est pas toujours la faute d'Apple en fait. Il faut ils ne peuvent pas communiquer sur ces fonctions tant qu'elles n'ont pas été validées par ces organismes. Mais on voit bien qu'on on a atteint, à l'image de l'iPhone, un plafond de verre pour les Apple Watch en matière d'innovation. Ouais. C'est l'incrémental. Et là, par contre, ça se voit un peu plus dans les ventes. Je ne sais pas si tu as regardé. L'année dernière, entre 2023 et 2024, il y a eu un vrai... Pour la première année, le marché C'est est un en peu baisse. tassé. Mm. Est-ce qu'on peut attendre une surprise ou pas? Est-ce qu'on peut attendre une paire de lunettes connectées? On murmure qu'il y aurait un truc, un nouveau Vision Pro. Ça m'étonnerait parce qu'ils garderaient ça pour un autre événement, non? Je pense aussi... iPad aussi, nouvel iPad? Ouais, non, ils ont quand même besoin de garder le focus sur la gamme iPhone pour Donc ils vont se cet focuser là-dessus. événement-là. Et on aura l'occasion en octobre d'avoir peut-être des nouveaux iPads et des nouveaux Mac. Mais bon, là Peut-être encore, d'ici la fin de l'année un Vision Pro 2 qui tarde à arriver, mais oui, lunettes connectées, pas tout de suite. pas tout de suite. T'es pas sympa, Olivier, Du franchement. côté de Samsung, tu pourrais tu faire un parles- effort quand même. Ah, écoute, Tim, Pas possible ça. Bon, voilà concernant ces rumeurs. On rentrera dans le détail la semaine prochaine, bien sûr. On reviendra sur tout ce qui aura été annoncé et on prendra le temps, bien évidemment. Ce qui est cool, c'est que Melinda Davansoulas sera sur place à Cupertino, à l'Apple Park. On aura évidemment toutes les infos. On aura eu l'occasion de pouvoir toucher, de manipuler ces nouveaux iPhones. Emmanuel et Olivier, on va revenir pour notre deuxième partie de ce De quoi je mail. Autre géant de la tech qui s'apprête à lancer des nouveautés, c'est Samsung. Et là, Samsung risque de nous surprendre avec de nouveaux produits assez innovants. On en parle dans un instant. Deuxième partie de ce De quoi je mail. Un grand merci de nous suivre et à tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.